Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Quand vous avez de l'expérience, vous coûtez cher. Au début, on n'en a pas, on ne veut pas de vous. Il y a un moment, on en a et c'est très bien. Et à un moment, on en a trop et on ne veut plus de vous. On nous a dit qu'il fallait reculer l'âge de départ à la retraite parce qu'il y avait une espérance de vie. Mais l'espérance de vie à 60 ans, ces 10 dernières années, elle n'a quasiment pas bougé. Les entreprises ne veulent pas des seniors. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher pour un décryptage de l'actualité économique. Et c'est primordial car avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme est encore de comprendre ce qui se joue. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média a lancé une campagne citoyenne appelée Riposte, cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne à visée nationale, on nous a fermé la porte, on entrera par la fenêtre pour porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Mina. Aujourd'hui, on va parler justement du paradoxe de travailler plus longtemps. On nous parle sans cesse de travailler plus longtemps, 64 ans, 66 ans, 67 ans, peu importe. C'est devenu une sorte de totem pour les gouvernements successifs. Pourtant, personne ne pose la question de fond, qui va réellement embaucher les plus de 55 ans dans ce pays. On a aujourd'hui des politiques publiques qui déconnectent totalement l'âge légal de départ à la retraite de la réalité du marché du travail. En France, près d'un senior sur deux est sans emploi au moment où il atteint l'âge de la retraite. Il y a un décalage profond entre les incantations politiques et le fonctionnement réel des entreprises. Ces dernières multiplient les biais contre les seniors. Elles les perçoivent comme rigides, fatiguées, trop chères et se cachent même derrière des algorithmes de recrutement programmés pour les écarter. Et dans le même temps, ces mêmes entreprises applaudissent le recul de l'âge de départ. Pourquoi ? Parce qu'elles allègent mécaniquement la facture des retraites, mais elles n'ont aucune obligation de garder ou de réembaucher les salariés de plus de 55 ans. Résultat, on fabrique une zone grise, une trappe à précarité pour des milliers de travailleurs qui sont trop jeunes pour la retraite, trop vieux pour le travail. Du coup, que deviennent justement les personnes de plus de 55 ans qui perdent leur emploi avant d'avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein ? Et c'est ça le vrai scandale qu'il y a derrière le recul de l'âge de la retraite. Quand on voit par exemple tous les candidats qui vous disent les uns après les autres, Édouard Philippe qui dit qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans, d'autres qui vous disent, comme Le Corre, que l'âge d'équilibre c'est 66 ans, Dixit, 64, on est encore loin du compte. On se rend compte qu'on n'a pas résolu un problème qui est, et tu l'as très bien expliqué, le taux de chômage des seniors qui est très élevé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Quelqu'un va perdre son emploi. Il y a eu des réformes sur l'assurance chômage qui fait qu'il va toucher probablement des périodes de chômage beaucoup plus faibles. Et après, il doit attendre l'âge de 64 ans pour commencer à toucher sa retraite, ce qui fait qu'on a créé un sas de précarité entre le moment où il va être licencié et le moment où il va toucher sa retraite. Et là, c'est un vrai problème. Et si on recule, ce sas de précarité sera d'autant plus élevé. Et pourquoi justement les entreprises françaises, elles sont réticentes à embaucher les seniors ? C'est une question purement et simplement une question de coût. C'est du coût, parce que plus vous vieillissez... On dit souvent que les jeunes n'ont pas assez d'expérience. D'ailleurs, on a un taux de chômage des jeunes assez élevé. Ils n'ont pas assez d'expérience, et puis à un moment, vous avez trop d'expérience. Et comme vous avez de l'expérience, vous coûtez cher. Et donc, les entreprises sont tentées de se dire, je me sépare de lui pour réemployer un jeune qui va être moins cher et qui pourra faire quasiment le même travail. Donc, c'est une question juste de coût. Juste de coût, c'est tout. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'inadaptabilité numérique ? C'est aussi souvent ce que les entreprises peuvent dire. Il y a un certain nombre de clichés qui ont la vie dure, mais qui ne se voient pas sur le terrain, en fait. En réalité, la seule explication pour dire qu'il y a ce chômage, que ces entreprises ne veulent pas de ces seniors. Et puis, les seniors, faut voir ce qu'on dit. Techniquement, on va dire que c'est, selon l'UNEDIC, c'est plus de 55 ans. Pour les entreprises, parfois, à partir de 45 ans, vous êtes déjà considéré comme un senior. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que quelqu'un qui a commencé dans une entreprise à 25 ans et qui a 45 ans aujourd'hui, il a eu une évolution salariale et il a un coût qui est beaucoup plus élevé. Et on se dit à un moment, si on continue, le coût va augmenter. L'expérience fait que peut-être, mais c'est pas... vous avez des nouvelles technologies qui font que vous avez l'impression qu'un nouveau arrivant va être mieux formé, mais dans les faits, à part dans certains métiers où on a demandé à des gens de se spécialiser, il n'y a pas eu de suivi de formation,
le chômage technique n'est pas tout le temps la première raison. Et on le voit bien pour des gens parfois qui ont eu des belles carrières, qui essaient de rechercher un emploi, ils ont beaucoup plus de mal à retrouver un emploi. Et souvent, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'ubérisation de l'économie. Ils se mettent en indépendant et créent une toute autre activité où ils vont gagner beaucoup moins, mais ils sont obligés de le faire. Donc ils vont sortir des chiffres du chômage qui arrangent tout le monde. Ils vont être obligés de le faire pour subvenir à leurs besoins. C'est ça l'ubérisation de l'économie. Et justement, les réformes du travail, donc il y a eu El Khomri et aussi les ordonnances Macron, elles ont facilité justement les licenciements des salariés les plus âgés. Aujourd'hui, on peut licencier quelqu'un en sachant quel est le coût que l'on aura à payer si la personne va au prud'homme. Ce qui n'était pas le cas avant. Les indemnités prud'homales, elles sont plafonnées aujourd'hui, elles sont très claires pour les entrepreneurs, et donc on peut faire des calculs. C'est ce que nous avions dit au début les économistes atterrés, c'est-à-dire que dans des périodes où ça va mal, on peut faire un ensemble de calculs de ce que l'on devra payer pour, par exemple, fermer une usine et la délocaliser. Ces calculs aujourd'hui sont d'autant plus simples que les indemnités prud'homales sont très encadrées, que l'on sait ce que l'on paiera au maximum. Vous voyez, donc ça c'est déjà un élément qui peut jouer dans ce calcul de coût entre se séparer d'un senior, même le licencier, voilà, et puis après embaucher un jeune. Et puis après, disons-le très clairement, les lois travail ont permis, elles sont parties même du principe théorique que c'était en facilitant les licenciements qu'on pourrait embaucher plus facilement. Donc elles facilitent très clairement les licenciements, surtout en période de croissance molle comme nous les connaissons en ce moment. Donc là, on est vraiment dans la période idéale d'incertitude géopolitique, internationale, de prévision de croissance à la baisse. On est dans la période idéale pour faire des licenciements. Et les lois travail, aujourd'hui, permettent de licencier plus rapidement. Et d'ailleurs, on le voit très, très clairement dans les files du chômage, dans des usines qui ferment, qui appartiennent à des grands groupes qui font des bénéfices énormes et qui se chiffrent parfois en milliards à l'échelle mondiale. Ce qui n'était pas permis avant, aujourd'hui est permis. Et en les rendant aussi précaires, parce qu'avec aussi là l'évolution, par exemple, avec les ruptures conventionnelles qui sont plus difficiles en tout cas à acquérir aussi pour les employés. Tout à fait. On a en fait une facilité de licenciement. On a une assurance chômage qui couvre beaucoup moins les personnes qui sont au chômage. Et on a un âge de décalage de la retraite qui a été fait assez brutalement. On le rappelle souvent dans cette émission, mais il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'il fallait reculer l'âge de départ à la retraite parce qu'il y avait une espérance de vie. Mais l'espérance de vie à 60 ans, ces 10 dernières années, elle n'a quasiment pas bougé. Pour les femmes, elle est de 0. Pour les hommes, c'est quelques mois. Donc les gens qui partent à la retraite plus tardivement aujourd'hui sont des gens qui perdent des années très claires face à la mort. Vous voyez, et là, en fait, en augmentant ça, on a créé au milieu ce sas de précarité, cette trappe à pauvreté que tu as appelée de la sorte, qui est très bien choisie, pour des seniors. Ils ont plus de mal à retrouver des emplois, ils ont moins d'assurance. Donc ils sont soit ils sortent des chiffres, soit ils se mettent en indépendant, quoi. D'ailleurs, beaucoup se mettent en indépendant. Et justement, quel rôle ont joué les algorithmes de recrutement dans la discrimination par l'âge ? Je pense qu'il n'y a rien de plus simple que de voir dans un CV quelqu'un, même si on anonymise le CV, on retire la date de naissance, on arrive en fonction d'une expérience à comprendre quel est à peu près l'état l'âge, la tranche d'âge en tous les cas de la personne et avec cette expérience, le coût que cette personne va demander. Quelqu'un qui a été, je ne sais pas moi, à un poste de très haut niveau dans une entreprise, de manager, on sait très bien que le jour où il va chercher un travail, il a un coût, même si le coût est au rabais par rapport à ce qu'il a gagné, il va demander quelque chose. Et pour l'entreprise, on est dans un pays où finalement, il y a une courbe en U inversée sur l'expérience. Au début, on n'en a pas, on ne veut pas de vous. Il y a un moment, on en a et c'est très bien. Et à un moment, on en a trop et on ne veut plus de vous. Et cette courbe en U de l'expérience, elle est dit, et tu l'as très bien, elle est alimentée par un certain nombre de préjugés qui ne se vérifient pas, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'avantages à avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, je le vois dans mon métier d'économiste, on a des jeunes qui arrivent, qui ont une maîtrise très forte, par exemple, de l'utilisation de logiciels économétriques, mais qui ont des visions beaucoup moins larges de la science économique et des sciences sociales que des anciens. Donc il y a toujours quand même quelque chose de positif dans le fait d'avoir des anciens, mais force est de constater aujourd'hui que quand on ne fait rien, les entreprises ne veulent pas des seniors. C'est ça, il faut le dire. Est-ce qu'il faut envisager des quotas ou des obligations justement spécifiques pour l'emploi des plus de 55 ans ? Est-ce qu'il faut en arriver là ? La première chose qu'il aurait fallu faire déjà, c'est de rendre le licenciement de manière générale beaucoup moins facile. Après, c'est vrai que si l'activité repart, en général, ça se passe beaucoup mieux pour toutes les tranches d'âge sur le chômage.
Après, pourquoi pas explorer des questions... Enfin, à un moment, il y a eu des baisses de charges qui ont été mises en place, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi pas aller sur la question, effectivement, des quotas. Et puis après, aussi de la surveillance d'entreprises qui feraient justement des calculs un petit peu machiavéliques sur le fait de licencier des seniors par rapport à ce que ça coûterait d'embaucher des jeunes. Mais effectivement, il va falloir créer des formes d'incitation et observer qu'il n'y ait pas d'abus, parce qu'on ne peut pas avoir une société qui vieillit. L'âge médian, c'est 42 ans. Donc la moitié des gens ont plus de 40 ans, un tiers plus de 60 ans. Elle va vieillir progressivement et se comporter aussi mal avec une partie de la population qui est les seniors. Est-ce la fin de la télévision? On entend partout que la télévision est morte, ringardisée par YouTube, TikTok et les réseaux sociaux. Mais dans les faits, la télévision reste puissante dans les foyers modestes, dans les campagnes, dans les habitudes culturelles. Et surtout, elle reste un instrument majeur de fabrication de l'opinion publique. Ce n'est pas un hasard si tous les candidats, tous les ministres veulent leur matinale sur BFM, leur 20h sur TF1, leur séquence sur France 2. Alors, est-ce vraiment la fin de la télévision ou bien est-on en train de la sous-estimer alors qu'elle structure encore notre imaginaire collectif et surtout notre rapport à l'information? Alors, est-ce que justement c'est la fin de la télévision, Thomas? Non, c'est pas la fin de la télévision. Il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé la fin de la télévision. Moi, je suis assez vieux, donc j'ai vu par exemple l'arrivée des magnétoscopes. Alors à l'époque, tout le monde disait c'est la fin de la télévision linéaire, ouais. C'est-à-dire le film du 20h, parce qu'on pourra enregistrer et revoir. Il y a même Bill Gates en 93 qui a dit qu'il n'y aurait plus de télé en 2000, qu'elle allait être remplacée par des ordinateurs. La télé a survécu. Puis il y a eu l'arrivée du câble avec plein de chaînes. On a dit c'est fini la télévision comme avant. Maintenant, les gens vont choisir leur programme. Elle s'est poursuivie. Les chaînes traditionnelles comme TF1 existent toujours. Il y a eu Internet qui est arrivé. On a dit ça va être fini. Ça se poursuit. Il y a les plateformes comme Netflix qui sont arrivées. Finalement, on voit qu'il y a un accord entre Netflix et TF1. Ça se poursuit. Il y a eu aussi la déprofessionnalisation du métier de journaliste avec des youtubeurs, etc. Finalement, ça continue. Donc la télé reste encore, dans toutes les études, la première source d'information, même si, il faut le dire, elle est très concurrencée par les moteurs de recherche, notamment chez les plus jeunes. Et justement, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aussi à une sorte de recomposition en fait, de son rôle dans l'espace médiatique? Oui, tout à fait. Il y a une forme de fusion entre la télé et Internet, très clairement. C'est-à-dire il y a la première source d'information vient souvent de la télévision, par l'actualité, les événements, l'événementiel, les compétitions sportives. Ça part souvent de là. Et puis après, c'est traité différemment parfois sur les réseaux sociaux, notamment. Mais quand on regarde les indicateurs, par exemple le temps d'heures passées devant la télé, en moyenne, il est toujours autour de 4 heures par jour. Il est quasiment fixe, il perd quelques minutes, mais il est quasiment fixe ces 10 dernières années, malgré le développement, encore une fois, des YouTube, des réseaux sociaux, etc. Par contre, chez les plus jeunes, il a chuté d'1h30. Ce qui veut dire que les gens sont toujours informés, mais ils regardent un autre écran, et ils ne vont pas directement regarder la télé. Donc là-dessus, il y a un décrochage qui peut-être à terme faire un danger. Mais l'histoire montre que la télé a quand même toujours survécu. Quand Netflix est arrivé, on a dit la télé est finie. Ouais. Et aujourd'hui, Netflix s'associe avec une chaîne de télé parce qu'elle y voit aussi un intérêt. Donc la télé n'est pas complètement morte. Et justement, selon, par exemple, tu viens de dire que les jeunes regardent en moyenne 1h30 de moins de télévision. Qu'est-ce qui distingue encore la télévision des réseaux sociaux ou des journaux en matière de fabrication de l'information ? La première chose déjà qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un vrai changement dans la recherche d'informations. Bon, il y a 94% des gens qui sont sondés par cette grande étude de l'Arcom disent que pour eux, l'information est importante. Mais après, on voit qu'ils vont la chercher sur plusieurs sources différentes. Alors, la première source, quand on regarde, reste la télévision. La deuxième, c'est la radio et les podcasts de radio. Et la troisième, c'est les moteurs de recherche Google. Ça c'est ce que disent les choses. Mais quand on pondère un peu plus, quand on regarde la part d'attention, donc ce qui a le plus d'importance, le poids de la source, on se rend compte que la première chaîne qui ressort, c'est TF1, toujours impressionnant. Et la deuxième, c'est Facebook. Facebook, ouais, tout à fait. Et quand on regarde les groupes, le premier groupe, c'est France Télévisions et Radio France, le service public. Mais le deuxième, c'est Meta. Donc on voit bien qu'il y a quand même une compétition sur l'information entre les deux. Moi, je pense que, en réalité, pour un certain nombre de débats, vous avez, et c'est le but aussi de la création du média, une volonté d'avoir un peu plus de pluralisme.
Par exemple, l'économie, dans cette enquête, et c'est assez marrant, l'économie, c'est là où les gens estiment qu'ils se sentent le moins informés sur les chaînes traditionnelles. C'est marrant, hein, moins informés de tout. Hein. Alors que c'est une question qui est assez importante pour plus de 50% des gens. Parce que c'est souvent des chaînes spécialisées aussi, c'est pas inclus oui, dans mais je pense aussi qu'ils ont un sentiment qu'il peut y avoir une forme parfois de pensée unique. Et c'est ça, en fait, c'est le but normalement de la chaîne de télévision traditionnelle, c'est de respecter ce que veulent aussi les téléspectateurs, c'est la pluralité des débats et des faits, on va dire, sourcés, voilà, la recherche d'une vérité. Mais s'ils sentent qu'il n'y a pas cette pluralité, il n'y a pas ces débats qui sont organisés, ils vont aller chercher ailleurs, sur les réseaux sociaux, une information complémentaire. Et là, il y a de tout. Il y a de tout. Il peut y avoir des informations de qualité, comme c'est le cas des nôtres, hein, du média ou d'autres sites indépendants. Et il peut y avoir après toutes sortes de théories où on passe dans ce qu'a dit mon confrère Michael Lenné dans un très bon livre qui s'appelle L'ère de la post-vérité. Vous avez justement tout un tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec le réel. Et justement, est-ce qu'on peut dire qu'Internet offre une plus grande pluralité d'opinions que la télévision? Ouais. En fait, quand on regarde sur le papier, on pourrait se dire oui, parce qu'on peut trouver tout sur Internet. Y compris sur les plateformes comme Netflix, on peut trouver tout, des films venant de partout, etc. Ouais. Sauf qu'après, il y a les algorithmes. Et les algorithmes vous présentent des choses que vous appréciez, ou dans les thèmes que vous appréciez. Donc en fait, vous avez une offre d'informations immense, mais très concentrée sur vos propres goûts, qui vous enferment dans ces fameuses bulles de filtre. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une diversité forcément importante d'informations. En fait, c'est ça moi que je dis à mes étudiants. Quand on regarde la télé, on est passif. Alors effectivement, on est dépendant des programmes, donc on peut parfois changer de chaîne et trouver quelque chose qui peut nous plaire. Ouais. Voilà, c'est possible. Quand on regarde Internet, on est également passif, mais l'algorithme, à 70%, vous propose des choses que vous allez soi-disant aimer ou vous êtes resté plus longtemps, enfin parfois à regarder, donc il vous propose des compléments qui vous enferment après dans la même chose. La lecture, par exemple, d'un journal, là où il y a une différence, c'est que vous êtes actif. Vous lisez, alors c'est beaucoup plus fatigant, mais vous pouvez tomber sur un article du journal qui ne concerne pas ce qui vous intéresse, oui. etc., et le lire et trouver ça intéressant et ouvrir une porte supplémentaire. Et donc, parfois, en fait, la lecture d'anciennes choses peut parfois être beaucoup plus... vous ouvrir sur plus d'horizons qu'Internet, alors qu'Internet, on a accès à tout, mais en réalité, on est enfermé par les algorithmes dans peu de choses. Justement, quel est le rôle de la télévision dans le façonnement des imaginaires collectifs, du débat public, notamment en période électorale, Enfin, on l'a vu à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, notamment par Serge Halimi du Monde diplomatique, dans un livre qui s'appelait Les nouveaux chiens de garde. En fait, on voit quand même que parfois, il peut y avoir des thèmes où il y a des formes de consensus qu'on ne retrouve pas dans la science. Un exemple, pour l'économie, qui est mon domaine, vous regardez les grandes réformes qui ont été faites par Macron, la loi travail dont on a parlé, la réforme de l'ISF, le CICE, la baisse des impôts de production, le recul de l'âge de départ à la retraite. Là, on est vraiment sur il y avait un vrai consensus de la plupart des économistes de grandes chaînes de télé, qu'elles soient publiques ou privées. Je parle vraiment de ceux qui assurent des éditos matinaliers il y avait un vrai consensus. Et là, dans la science économique, il n'y avait pas ce consensus-là. Il y avait des débats entre économistes. Vous voyez ? Et là, il y a eu un problème pour moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une seule pensée et qui est complètement décalée avec la science économique où il y a effectivement des débats. Et donc ça peut être problématique. Et l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, des chaînes ne le disent clairement, elles sont des chaînes d'opinion. Elles ne sont plus des chaînes d'infos, elles font de l'opinion. Voilà, comme le faisaient traditionnellement certains journaux. Là, elles font des chaînes vraiment d'opinion. Et donc, on passe dans un... là, c'est là que les deux se rejoignent, c'est-à-dire que la télé, dans certains cas, rejoint de plus en plus ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on allume une télé pour entendre ce qu'on a envie d'entendre, comme on va sur des groupes où, comme les algorithmes vous disent ce que vous avez envie d'entendre, et ça crée ces espèces d'opposition et de bulles de fil dont on a parlé avant. Justement, tu as parlé tout à l'heure de Netflix et TF1. Qu'est-ce que ça en dit, justement, cette collaboration que TF1 arrive sur Netflix, une plateforme de streaming ? Je pense que c'est une forme de... Chacun y cherche une forme de complémentarité. C'est-à-dire que Netflix, qui devait... Et encore, même le patron de Netflix a dit que la télé allait mourir petit à petit. Mais il se rend compte que, voilà, sur des événements sportifs, sur des documentaires... lui, il est pas capable de faire la même chose complètement, hein. Et même sur de l'actu pure. Donc, il se dit pourquoi pas, c'est une première, hein, pourquoi pas me mettre avec TF1. Et TF1 cherche
un audimat pour ses plateformes, parce qu'elle a déjà une plateforme, mais un audimat supplémentaire chez les gens qui allument directement Netflix pour regarder Netflix sans passer par la télé traditionnelle. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les grands moments qui vont être discutés, par exemple sur Twitter, sur X, sur Facebook, sont des grands moments de télé, comme on l'a vu très récemment avec des clashs entre Rachida Dati et Cohen, ou la démission de Nicolas Hulot à la radio en direct. Enfin, il y a des moments comme ça qui sont rediscutés sur les réseaux sociaux. Donc, pour avoir de l'info événementielle directe, c'est souvent, si on veut voir ce qui se passe, par exemple, je sais pas, dans un endroit, on va mettre la télé tout de suite, on a l'info, ce que n'offre pas encore complètement Internet, les réseaux sociaux et les plateformes. Et est-ce que c'est pas aussi un facteur financier, peut-être parce que les chaînes aujourd'hui ne gagnent pas autant d'argent ? Oui, c'est vrai que Netflix, c'est mondial, donc quand on regarde ce que ça pèse beaucoup plus que TF1. Après, TF1 gagne bien, TF1. C'est une chaîne qui gagne encore bien. Après, le danger, en fait, aujourd'hui, de tout ça, c'est la forte concentration des médias entre les mains de milliardaires qui les utilisent comme des outils d'influence. Et ça, c'est sans que ça gagne énormément d'argent, parce que quand on regarde parfois certaines chaînes, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent et elles sont utilisées très clairement comme outil d'influence. Et l'autre chose, c'est que à partir du moment où c'est une chaîne privée, c'est la publicité qui vous rémunère, c'est du temps de cerveau disponible, et donc là vous êtes tenté de faire des émissions qui vont faire du buzz, etc., et qui n'élèvent pas forcément le niveau culturel ou intellectuel d'un certain nombre de gens, d'où l'intérêt de garder quand même un pôle public, et d'où l'obligation que ce pôle public respecte une forme de pluralité des débats scientifiques. Voilà. Et justement, pour finir, est-ce qu'on peut dire que cette défiance aussi envers les médias traditionnels, elle profite réellement à la démocratie ? Mais moi, je pense que non. Et en fait, effectivement, c'est pour ça qu'il y a quand même une discussion à avoir sur aussi le fonctionnement des médias. C'est-à-dire qu'il y a une défiance quasiment d'un Français sur deux sur les médias. Et s'il y a une défiance, ils vont chercher l'information ailleurs. Et c'est pas sûr, et d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, que l'information soit plus vraie ailleurs. Mais comme vous êtes dans votre bulle de filtre, vous avez des informations qui vous parviennent, et puis au bout d'un moment, vous arrivez à avoir une espèce d'opinion. Et vraiment, je rappelle, le livre de Michael Lenné là-dessus est extrêmement intéressant, parce qu'il vous explique comment il y a une fabrique de la post-vérité avec des exemples extrêmement concrets. Et je pense que c'est là, tant que vous n'assurez pas ce débat, cette pluralité dont vous avez parlé, que vous ne vérifiez pas suffisamment bien les informations, etc., les gens vont aller les chercher ailleurs. Et là, il y a un risque que l'information qui se trouve ailleurs ne soit pas forcément meilleure que celle dans le média de base. Donc la vraie question de fond, c'est faire en sorte que les médias ne soient pas des outils politiques, comme c'est le cas aujourd'hui, on le voit bien avec des chaînes qui sont rachetées par Bolloré. Et l'autre côté, c'est que la pluralité, la société soit représentée dans ces médias-là. Et pendant très longtemps, un certain nombre de médias, même traditionnels, ne représentaient pas la société française, que ce soit dans les gens qui y présentaient, leur origine sociale, leur origine tout court, etc. La société française n'était pas suffisamment représentée. Et c'est pour ça que les gens ne s'y retrouvaient pas. Et quand ils ne s'y retrouvent pas, ils vont chercher ailleurs. Il faut faire attention à ce qu'ils vont trouver quand ils vont chercher ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a de tout et vraiment n'importe quoi, avec du n'importe quoi qui va beaucoup plus loin parfois que ce que l'on peut trouver dans des médias traditionnels. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Vous le savez, la situation politique est inédite, historique. Nous vivons une submersion des idéologies d'extrême droite diffusées partout. Face à cela, le média lance Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne à visée nationale, pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Bâtir un contre-discours, une analyse plus fine, humaniste et réelle de notre société. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie, c'est essentiel. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, à la semaine prochaine.